Bienvenue dans votre magasin Intersport où votre paire de baskets vous est vendue par un gagnant de la Ligue des Champions. Son talent n'est pas vendu avec. En fait, on vit dans un monde où Jérémy Mathieu, il m'a vendu une paire de foot à Intersport. Imagine qu'en 2015, tu soulèves la Ligue des Champions avec le GOAT, Neymar et Suarez. T'es le titulaire dans l'une des meilleures équipes de tous les temps. À ce moment, t'as tout. T'es multimillionnaire, plusieurs clubs européens se battent pour toi. T'accumules 13 titres, parmi eux un triplé doré. On pourrait déjà dire que t'es une légende vivante. Financièrement, t'es bien pour toute ta life. Mais pourtant, 10 ans plus tard, tu te retrouves employé au service client à Intersport. Évidemment, il n'y a pas de sous-métier, c'est pas mon propos. Le métier actuel de Jérémy Mathieu est hyper digne et très respectable. Et comment c'est possible qu'un sportif multimillionnaire comme lui se retrouve à faire un métier qui est payé à un peu plus que le SMIC? Et c'est pas le premier qu'on voit à descendre aussi bas. Il y en a des tonnes qui ont fait une telle chute, comme Ronaldinho, qui a gagné des millions d'euros mais qui pourtant s'est retrouvé fauché, pire avec des dettes, s'est même retrouvé en prison pour avoir falsifié son passeport. Si on remonte encore plus loin, on a Garincha. Après avoir conquis le monde avec Pelé, il s'est retrouvé SDF alcoolique à errer dans les rues jusqu'à ses derniers jours. Mike Tyson, qui était le sportif le plus riche de cette planète et qui s'est retrouvé fauché à cause d'un mauvais entourage, d'un train de vie complètement démesuré. Mais pourtant, grâce à cet événement, il avait appris beaucoup sur lui. C'est pour ça qu'on va décortiquer l'histoire de Jérémy Mathieu pour comprendre comment il en est arrivé là. Jérémy Mathieu est né le 29 octobre 1983 à Luxeuil, qui est une petite commune française dans les Hauts-de-Saône. Et là-bas, il a une assez belle enfance, il se plaint pas. Elle était assez cool. Il a grandi dans une famille sportive car son père était assistant technique au club de Sochaux et le football était vraiment la passion de sa famille. Le seul problème pour Jérémy, et qui sera un problème pendant toute sa carrière, c'est que cette famille, même si elle était très sportive, elle était aussi bonne vivante et fumait beaucoup. Presque toute la famille fumait. Et donc forcément, quand tu vois ton daron fumer, c'est ton modèle. Même s'il te dit, mon petit Jérémy, tu fumes pas, c'est pas bien, tu fumes toi, ton papa il fume, du coup tu te dis moi je vais être comme mon papa, du coup je vais fumer, pourquoi je fumerais pas, papa il fume, bref à la fin c'est la tourmente, c'est l'addiction et tu fumes. Et du coup il s'est mis à fumer et il se disait même Johan Cruyff il fumait, ça l'a pas empêché d'être une légende. Jérémy il a commencé le foot à Sochaux évidemment où papa Mathieu travaillait et déjà très jeune il était grand et costaud, donc l'entraîneur l'a mis en défense pour coucher les petits attaquants. Et même s'il fumait beaucoup, il perdait pas sa vitesse et avait quand même une sacrée endurance le gamin. Jérémy Mathieu il a toujours été vu comme un loup solitaire, peu importe où il passait, et même s'il était talentueux ça a jamais été un joueur avec de grandes ambitions. Pour lui, le football, c'était avant tout une profession qu'une passion. C'était un gagne-pain. Tant qu'il en vivait et qu'il pouvait fumer à côté, c'était cool. Il n'avait pas cette dalle comme des joueurs comme le Su avaient. Il avait même dit à son père, tant que Sochaux continue à bien me payer, je préfère rester ici, dans cette modeste équipe en France. Moi, je suis cool Raoul. Il commença ses débuts pro à Sochaux, son club formateur, où il s'imposa rapidement. Il jouera 3 saisons, mais son problème là-bas, c'est qu'il se faisait pas de potes. Il était pas ami avec ses coéquipiers, parce qu'il sentait le tabac. Et ses coéquipiers, ils voulaient pas fumer. C'était une mauvaise influence pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils se faisaient pas de potes dans les vestiaires. Avec Sochaux, ils atteindront la finale de la Coupe de la Ligue 2003. Ils perdront malheureusement, mais la gagneront l'année d'après en 2004. À ce moment, c'était pas le Sochaux de maintenant, c'était vraiment Sochaux Prime. Il était beau ce Sochaux. Et ce qui est assez ouf aussi là-bas, c'est que Jérémy, il a prouvé que fumer, ça réduisait pas ses performances. Alors je comprends pas pourquoi on empêchait à Verratti de fumer. Puis en 2005, il part de Sochaux pour aller à Toulouse. Un choix pas trop compréhensible parce que Toulouse était au niveau de Sochaux, voire moins bon que Sochaux. Et l'OM et l'OL qui étaient au top à ce moment le voulaient. Mais Jérémy Mathieu refusa parce que comme il l'avait dit plus tard, il ne voulait pas se griller, il voulait prendre son temps, y aller step by step. Là-bas, il y passera 4 saisons où il ne gagnera aucun trophée. Et même s'il était super bien là-bas, il ne voulait pas quitter la France, le club de Valence en Espagne le voulait. Et même s'il ne voulait pas au début, ils l'ont convaincu avec 6 millions d'euros. Ah, c'est sûr que ça te fait changer d'avis. Donc il rejoint Valence en 2009, il rejoint un championnat tout nouveau, bien plus exigeant, plus compétitif, très différent de ce qu'il avait l'habitude. En concurrent à son poste de latéral, il avait un joueur avec qui il devient très ami, qui n'était rien d'autre que Jordi Alba. Et si Jordi Alba s'impose rapidement comme le titulaire en latéral, Jérémy Mathieu lui peine à s'adapter, il se fait quelques blessures et à un moment, l'entraîneur de l'époque, Unai Emery, décide de le mettre en défense centrale. Il fait un petit test, il se rend compte qu'il est bien meilleur qu'en latéral. Et en plus d'être un excellent défenseur central, c'est aussi un très bon défenseur offensif parce qu'il marque de super buts et notamment sur les ballons aériens parce qu'il fait quand même 1m89 le bonhomme, ce qui veut dire qu'il peut sauter haut et il mettait des beaux buts de la tête. Il passa la majeure partie de sa carrière dans ce club où il y passa 5 saisons. C'est notamment à Valence qu'il connut sa première sélection en équipe de France. Une date assez marrante,
parce que c'est le 11-11-11 où je tournais le 11 novembre 2011. C'est marrant, 11-11-11. Pour sa première sélection, la France joua contre les États-Unis où il avait fait un super match. Malheureusement, son aventure en équipe de France fut très courte parce qu'il n'avait eu que 5 sélections et la majorité de ses sélections, il s'était blessé. Et si logiquement en 2016, il devait participer à l'Euro, juste avant l'Euro, il joue la finale de la Coupe du Roi avec le Barça. Malheureusement, il avait un claquage à ce moment et il avait forcé. Et après ce match, son claquage avait empiré, même si Deschamps le voulait vraiment, disant même de lui que c'était un guerrier comme il fallait en équipe de France. Son claquage ne sera pas guéri à temps et ne sera malheureusement pas sélectionné. Et même si après l'Euro, Deschamps l'avait appelé pour sélectionner pour les qualifs de la Coupe du Monde, Jérémy Mathieu a refusé et a annoncé sa retraite internationale. En 2014, il avait 31 ans et lui se disait c'était bientôt la retraite. Il était dans un club super où il était le capi, il était bien, il pouvait fumer quand il voulait, il avait sa petite famille, cool. Et après ses retraites, on se repose, cool et on fume à don. Il vivait sa petite vie. Mais à ce moment, son ancien coéquipier et ami Jordi Alba, qui jouait au Barça, propose au Barça Jérémy Mathieu. Parce que le Barça cherchait un défenseur remplaçant. Et Jérémy était le candidat idéal. La direction de Valence arrive pour lui donner la grande nouvelle. Et Jérémy dit attends que je réfléchisse. Non, je suis pas intéressé. Et la surprise pour Valence et le Barça, ils comprennent pas comment refuser une telle offre. C'est le Barça, la meilleure équipe du monde à ce moment. Le plus grand joueur du monde joue là-bas. Comment tu peux refuser ça? C'est le rêve de toujours de foot, man. Il allait dire non au mythique Barça de la MSN. C'est un fada. Et lui, il se disait je suis bien dans mon club, je fume quand je veux, je suis capi, j'ai ma famille, tranquille. Et Valence a insisté. Ils ont insisté parce que le Barça leur en proposait 20 millions quand même. Alors même s'ils l'aimaient bien, ils préféraient les 20 millions eux. Ils lui ont dit Jérém, t'as fait ton temps chez nous. Tu mérites mieux que nous quand même. Le Barça, la MSN, Messi, Neymar, Suarez. Comment dire non? Allez, va au Barça. Allez, Jérém, tu vas pouvoir jouer avec le GOAT. Ça va être super. Il y a ton copain Jordi qui t'attend. Jérém, il dit ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ça intéresse à moi. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir fumer. Hein. Enrique va sûrement me dire non. Alors que chez vous, je suis cool, vous me laissez fumer quand je veux, tant que je joue bien. Valence il dit c'est vrai. Tu sais quoi? Je vais demander une petite faveur au Barça dans ce contrat. Je vais leur dire il peut jouer avec vous, mais il peut fumer de temps en temps. Ça te dit? Allez, vas-y. Jérém a dit bon, si je peux fumer alors, bon bah vas-y, je vais y aller. Donc Valence l'a convaincu et le transfert s'est fait pour 20 millions d'euros. Il est parti dans ce qui serait le dernier grand Barça de l'histoire. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'il arrivait presque contraint. Ça le faisait presque chier de venir au Barça. Et surtout que la presse, elle avait jamais vu ça. Un joueur aussi franc. Il parlait ouvertement de sa passion pour le tabac. Il disait que chacun pensait ce qu'il voulait. Et que lui ne pouvait être jugé que sur ce qu'il faisait sur le terrain et rien d'autre. Et c'est vrai que là-bas, il était bon quand même. Il a été notamment l'un des grands artisans de la victoire du Classico face au Real où ils ont gagné 2-1, marquant un magnifique but de la tête. Il avait vraiment fait ravaler la fierté du Sud. Et petit à petit, il allait gagner du temps de jeu grâce à des blessures. Il avait vraiment une qualité joueur, c'est sa franchise, ce qui lui valut beaucoup d'amis, mais surtout beaucoup d'ennemis au Barça. Le Barça, c'était autre chose. C'était l'élite. Là-bas, t'avais des exigeants. Il pouvait pas avoir les mêmes libertés qu'il avait à Valence. Alors l'entraîneur Luis Enrique ne lui interdisait pas de fumer, mais il lui avait dit quand même Jérém, essaye de venir aux entraînements sans sentir le tabac, s'il te plaît. Parce que ça dérangeait certains grands joueurs de l'équipe. Il sera présent dans les moments les plus glorieux du club. Notamment, il a été l'une des grandes figures du triplé en 2015, où il était au milieu de toutes ces légendes. De temps en temps, on lui donnait l'occasion de tirer des coups francs, même si Messi était là. Ce qui est assez fou, c'est qu'il les mettait. Il avait un pied fabuleux. Et même s'il avait vécu la plus belle période du Barça, où les supporters l'appréciaient beaucoup, et puis en 2017, il s'est fait haïr par tous les supporters barcelonais. Parce qu'il avait fait une erreur en Ligue des Champions face à Juventus, impardonnable pour beaucoup. Et il était beaucoup pointé du doigt pour ça, où beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il faisait encore dans cette équipe. La presse continuait encore de le critiquer sur les cigarettes, disant que c'est à cause de ça s'il a de si mauvaises performances. C'était des commentaires comme comment que c'est possible qu'un club aussi légendaire que le Barça, le meilleur club au monde, ait dans leur effectif un joueur de 34 ans accro au tabac. Qu'est-ce qu'il branle ici, lui? Et forcément, avec toutes ces critiques, des blessures qui s'accumulaient, il était renvoyé définitivement sur le banc, voire même presque en réserve. Donc le Barça lui a gentiment demandé de partir du club. Et ça s'est tellement mal terminé avec le Barça que pendant sa dernière année, ses coéquipiers ne lui parlaient même pas. Même son frérot qui l'avait ramené, Jordi Alba, lui parlait plus. Donc après 3 saisons, il part dégoûté et part au Sporting au Portugal, où il jouera ses dernières saisons. Lors de sa première saison, il s'imposa et tirait même les coups francs. Il avait notamment marqué un magnifique coup franc en mettant la lucarne devant le Su, qui était émerveillé. Faut quand même souligner que ce joueur a impressionné le Su et joué avec le GOAT qui a déjà fait ça. Là, on peut lui donner le nom de légende vivante. Mais pourtant, c'est dans ce même Sporting qu'il allait vivre sa plus grande frayeur. Parce qu'à un moment, les ultras du Sporting avaient envahi le vestiaire, tout ça pour s'en prendre à un seul joueur, le joueur fumeur de l'équipe, Jérémy Mathieu, qui était énervé de ses performances claquées. En 2018, le Sporting sera finaliste de la Coupe du Portugal qu'ils perdront malheureusement, mais la gagneront l'année d'après. Sa dernière
saison fut vraiment pas bonne, notamment à cause des blessures encore. Et donc en 2020, il annonça sa retraite. Et après ça, il a complètement disparu des caméras. On n'a plus entendu parler de lui, plus aucune news. La planète football l'avait presque oublié. Le Sporting lui avait quand même proposé de rester comme assistant dans le staff technique, mais Jérémy a dit non. Faut dire que depuis son arrivée au Barça, il avait quand même accumulé plus de 29 millions d'euros avec les transferts, les primes. Donc on s'imaginait, il avait pris du repos, tranquillou, dans un autre pays, dans sa villa, cool. Sauf que surprise, le 6 avril 2025, il y a un petit gars sur TikTok avec un filtre marrant qui avait pris une photo avec lui, pas dans un stade, ni en tant qu'entraîneur, mais dans le plus grand des calmes, en tant qu'employé dans un Intersport. Et même si les 2010 n'ont rien compris parce qu'ils ne pouvaient pas le connaître, c'est pas leur génération, ceux d'avant et qui s'intéressaient un minimum au foot le connaissaient forcément. C'était vraiment le choc pour la planète foot et voici les commentaires sous cette vidéo. Carrément, c'est Jérémy Mathieu qui a pris une photo avec toi. Comment c'est possible? Les gars, calmez-vous, il est propriétaire de Intersport. Il est pas pauvre, hein, les gars. Si vous saviez le nombre de millionnaires qui prennent le métro avec vous, allez, riez. Il a confondu Intersport et Inter Miami, l'ancien. L'ancien n'a pas coffré. La vie, c'est art à ce point. La réponse, la voici. Non, cet Intersport ne lui appartient pas, c'est juste après sa retraite, il devait chercher un emploi et afin de pouvoir payer sa formation d'entraîneur dans une académie française, il devait taffer. Et c'est pour ça qu'il a Intersport. À côté, il se forme pour être entraîneur. Donc on va bientôt le revoir dans le monde du foot. Évidemment, je ne juge pas le métier qu'il fait aujourd'hui qui est hyper digne. C'est juste que quand même qu'un multimillionnaire en arrive jusqu'ici, c'est sûrement que le tabac n'était pas son seul vice pour qu'il en arrive là. Ça reste malgré tout un grand joueur et on espère le voir prochainement en tant qu'entraîneur. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez, il a pas coffré l'ancien. Seuls les vrais comprendront.